Bonsoir, Parfait. nous recevons Pascal Ducournau du laboratoire de sociologie et d'anthropologie de l'Université de Franche-Comté où il est professeur. Je voudrais rappeler euh, son ouvrage de 2018, S'entreprendre avec ses gènes, enquête sur l'autogénéticisation aux presses universitaires de Rennes. C'est juste pour donner une idée des divers chantiers dans lesquels tu as entrepris une sociologie de la santé et de cet autre aspect de cette sociologie que tu es venu partager avec nous ce soir, avec cette conférence, Société du risque ou des risques, hypothèse de recherche sur les perceptions et les attitudes des groupes sociaux face à la pandémie coronavirus. Merci. Merci Arnaud, en tout cas, pour cette aimable invitation et présentation. Alors, je vais essayer du coup ce soir de vous présenter l'état d'une réflexion qui n'a pas été simple en fait à construire, puisque disons que l'objectivation du coup de la situation demandait probablement de mettre à distance un certain nombre d'allants de soi, un certain nombre de représentations spontanées du risque lié à l'épidémie. Et il m'a fallu du coup pas mal de temps entre du coup le début, disons, du confinement et mars dernier et puis aujourd'hui pour arriver à essayer, disons, d'objectiver un petit peu la situation et aller au-delà de mes propres prénotions, qui étaient au départ probablement des prénotions communes finalement à beaucoup de gens, ou en tout cas à certains groupes sociaux, puisque ça va du coup introduire le propos que je vais développer ce soir, qui est de m'interroger du coup sur, en tout cas, la présence d'une société du risque ou d'une société des risques, en lien donc avec cette pandémie de coronavirus. Et surtout, je vais essayer donc de présenter ce qui sont des hypothèses de recherche pour l'instant, parce que ce n'est pas encore tout à fait abouti, mais d'un projet de recherche qui a quand même été soumis, je reviendrai à l'ANR, portant précisément sur la manière dont les groupes sociaux réagissent finalement face à la pandémie de coronavirus, quelles peuvent être leurs perceptions et puis leurs attitudes pratiques dans ce contexte-là. Alors, le contexte précisément, alors premièrement, j'ai regardé pour essayer de me faire une idée si il existait des enquêtes sur les perceptions et les attitudes face aux risques sanitaires. Alors, d'un point de vue statistique, je n'ai pas trouvé beaucoup d'enquêtes. Il en existe d'un point de vue plus qualitatif, mais d'un point de vue statistique, en tout cas, quand on essaie de savoir précisément quels sont, par exemple, les niveaux d'angoisse, les peurs, comment est-ce que les gens réagissent face à cette situation hein, et face aussi à la gestion de l'épidémie par les autorités publiques, on a peu de renseignements. En fait, on a surtout des sondages d'opinion. Alors, j'en ai recensé un certain nombre. Par exemple, IFOP, la Tribune Europe 1, en octobre dernier, qui montre que l'inquiétude face au coronavirus augmenterait avec l'âge, les 18-30 ans paraissant peu inquiets des risques sanitaires. Enfin, c'est ce que semble indiquer le sondage. Par ailleurs, une inquiétude plus forte chez les femmes que chez les hommes, sondage ELAB, BFM, IFOP, Journal du Dimanche également. On noterait aussi, d'après ces sondages, un effet de la CSP, de la catégorie socio-professionnelle, avec des catégories populaires qui seraient plus sensibles aux risques sanitaires que les CSP supérieurs. Et puis, on trouve aussi, sondage ELAB, les Échos, IFOP aussi, des niveaux d'angoisse qui seraient plus forts chez les urbains que chez les ruraux. Bon, je passe assez rapidement sur ces sondages, mais bon, qui donnent quelques indications sur lesquelles je vais revenir, mais en même temps,
donne aussi des réactions de la population face aux mesures dites barrières, donc les mesures promises par les autorités sanitaires. Le port du masque est plus fréquemment plébiscité, serait plus fréquemment plébiscité par les femmes que par les hommes. Il y aurait aussi un effet de l'âge. Les CSP populaires seraient moins favorables au port du masque en extérieur que les autres CSP. Idem pour le lavage de mains dans le sondage que j'ai consulté. Et puis, les fermetures de bars, si vous voulez, paraissent, par exemple, plus difficilement acceptées par les CSP populaires que par les CSP sup. Bon, voilà, disons, le type d'enseignement que l'on trouve avec, du coup, je ne vais pas vous faire le détail des résultats, mais là, par exemple, c'est le sondage ELAB que j'ai signalé. Je pourrais y revenir dessus par la suite si vous souhaitez, et le projeter. Ici, c'est un autre sondage, IFOP fiducial, pour CNews et Sud Radio. Alors, les limites de ces enquêtes d'opinion, premièrement, alors c'est des limites assez classiques, si vous voulez, que l'on peut du coup remarquer pour finalement n'importe quel type de sondage. Premièrement, c'est la présence de biais divers dans la formulation à la fois des questions et des réponses. La présentation de l'enquête dans ces sondages peut parfois plus ou moins dramatiser la situation sanitaire. Donc, ça peut par exemple influencer aussi, introduire des biais hein, dans les réponses. Par ailleurs, on pourra remarquer que, bien évidemment, par exemple, sur le port du masque, par exemple, ou le respect du confinement, il y a forcément ce qu'on appelle en sociologie une désirabilité sociale de certains types de réponses. Les gens auront tendance, par exemple, à ne pas avouer qu'ils ne portent pas tout le temps le masque, qu'ils ne respectent pas le confinement. Donc, du coup, ce type de désirabilité sociale peut venir fausser les réponses. Enfin, troisième point, troisième limite de ces enquêtes d'opinion, c'est la volonté, très souvent, d'interroger les publics sur des questions faisant d'abord sens pour les sondeurs. On rejoint de ce côté-là les critiques qui ont pu être adressées en son temps par Patrick Champagne dans Faire l'opinion, à propos des sondages en général et de la construction du coup des opinions. Mais il y a sinon trois types de critiques qui vont plus particulièrement retenir mon attention et sur lesquels je vais m'arrêter, qui sont tout d'abord qu'on remarque qu'il n'y a aucune méthodologie statistique dans ces sondages qui permettrait, si vous voulez, d'évaluer la significativité, ce qu'on appelle la significativité des résultats. C'est-à-dire, on ne sait pas si les pourcentages que l'on observe, on vous dit il y a 30% d'hommes qui veulent ça et 28% et 70% de femmes qui préfèrent ça. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce que ça peut être dû à l'effet, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est dû à l'effet du hasard? Il existe en statistique généralement des outils qui permettent précisément d'évaluer si la situation est due, si les associations observées sont dues à une pure coïncidence ou si elles sont véritablement dues à une association existant entre deux variables. Cela est dommageable parce que ça peut conduire, si vous voulez, à tort, à attribuer une caractéristique à un groupe social en particulier. Par exemple, on va dire les jeunes sont moins respectueux que les plus âgés. On peut avoir du coup une stigmatisation possible de certaines catégories de la population à partir de la lecture de ces sondages qui ne sont pas accompagnés donc d'une méthodologie statistique la plus élémentaire finalement. On ne trouve pas non plus de ce qu'on appelle une analyse multivariée, tout simplement se demander si quand on croise l'âge par exemple et les CSP, est-ce que ce qu'on observe dans l'âge par exemple entre les plus âgés et les plus jeunes, est-ce que ça se retrouve dans chaque CSP ou en fait est-ce que ça concerne plutôt une CSP particulière? Donc par exemple, c'est ce qu'on appelle donc l'analyse multivariée. Et puis enfin, ce sont des échantillons qui sont pour leur grande majorité en fait constitués selon la méthode dite des quotas, sur laquelle je vais revenir. C'est une vision, si vous voulez, de la société qui peut poser un certain nombre de questions, comme je vais tenter hein, de vous le montrer. Alors, du coup, je propose d'aller un petit peu au-delà de ces sondages, notamment pour construire l'intérêt, ça serait de pouvoir construire une politique publique sanitaire
qui prendrait mieux en compte les perceptions des publics, mais disons avec des informations de meilleure qualité que n'en fournissent ces enquêtes d'opinion. Pour la méthode des quotas, juste, je le signale ici pour ceux qui ne connaîtraient pas, je prends la définition qu'en donne justement un des instituts de sondage que j'ai cité à l'instant, IFOP par exemple. Donc en France, les échantillons interrogés par sondage sont généralement constitués par la méthode des quotas. Ce procédé consiste à respecter au sein de la fraction de la population interrogée les proportions de la population mère sur un certain nombre de critères particulièrement caractéristiques de cette dernière. Et avec une précision, les critères habituellement utilisés pour la constitution d'un échantillon représentatif de la population française sont le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, la région et la catégorie d'agglomération. Alors, en clair, si vous voulez, si on a, par exemple, si on sait à partir du recensement que dans la population française, on a par exemple 20% d'individus qui habitent dans la région parisienne, eh bien, il faut qu'on se retrouve, grâce à la méthode des quotas, on va interroger des gens, si vous voulez, on va tirer au sort, mais lorsque on a atteint les 20% d'individus qui habitent la région parisienne, eh bien, on dira « Ah, mais en fait, le 21e, en fait, on va pas le comptabiliser dans l'étude. » Et ainsi de suite pour chacune des catégories composant l'échantillon, avec, comme je le dis, c'est signalé par IFOP, les quotas, c'est essentiellement le sexe, l'âge, la CSP, la région et la catégorie d'agglomération. Bon, je reviendrai sur ces aspects-là un peu plus tard. Une exception, en revanche, c'est une enquête, et je le signale d'ores et déjà, l'enquête Coviprev, qui est menée par Santé publique France. Alors, c'est une enquête assez importante avec plusieurs vagues successives, auprès de 2000 personnes. Et cette enquête, en fait, mesure les états d'anxiété, notamment, pas simplement, mais aussi les troubles du sommeil, enfin, tout un ensemble de choses, depuis, en fait, le début du confinement, avec une échelle HAD qui permet de mesurer l'anxiété de la personne. Et on va trouver, justement, dans ce type d'enquête, des tests statistiques qui permettent précisément de mesurer la significativité des résultats, c'est-à-dire une statistique qui permet de savoir si on est face à une pure coïncidence ou si finalement on s'éloigne du pur hasard et l'on peut du coup être en mesure de dire que avec certitude, plus ou moins de certitude en tout cas, plus ou moins de risque, mais on peut dire voilà, il y a une corrélation entre différentes variables. Alors de manière générale, ainsi on apprend que l'anxiété se rencontre dans un quart de la population en général, quelles que soient les vagues, mais cette anxiété a baissé en mai, puis elle est remontée en septembre. Et par ailleurs, on trouve avec moins de 0,1% de chances de se tromper, on trouve une corrélation avec le sexe, le fait qu'on soit homme ou femme, avec l'âge, les plus jeunes étant en fait les plus déprimés, les plus anxieux. Mais par contre, on ne trouve pas de corrélation, ou très peu, avec la CSP. Donc là, on a quelque chose de plus, par exemple, de plus solide d'un point de vue statistique. Je reviendrai éventuellement sur la lecture de ces tableaux qui, là, peuvent paraître assez difficiles à lire. En revanche, la méthodologie utilisée par Coviprev, cette enquête citée, utilise finalement une construction de l'échantillon similaire au sondage d'opinion. Je le cite, alors échantillon certes important de 2000 personnes, mais échantillonnage par quota, à nouveau, sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, région, catégorie d'agglomération, à partir donc du recensement de la population de 2016. Alors, du coup, pourquoi, en tout cas c'est la question que je vais essayer de poser, ça va me servir du coup à entrer plus vivement dans mon sujet, excusez-moi j'ai pris déjà 10 minutes, je vois, d'introduction. Pourquoi la méthode des quotas renverrait-elle à une vision de la société un petit peu discutable? Alors, c'est surtout sur le rôle des CSP qu'on peut discuter cette méthode, surtout lorsque l'on souhaite étudier le risque. Alors, pourquoi? Parce que la littérature, en fait, en socio-anthropologie, notamment du risque, montre finalement
que, depuis les années 80, que la classe sociale n'est pas nécessairement un facteur explicatif des réactions sociales face au risque. Implicitement, on sait, si vous voulez, que l'usage, par exemple, de la CSP renvoie précisément à une vision de la société en classe, comme l'a montré Chauvel. Alors, il ne s'agit pas forcément ici de rejeter cette lecture de la société, disons, mais de la compléter par d'autres compréhensions de la structuration sociale à partir, justement, des travaux existants sur le risque. Il en existe, alors, principalement de deux sortes. Alors, d'une part, Ulrich Beck, grand, Risikogesellschaft Paris en 1986, avec la Société du risque, qui signale précisément un effacement de la structure de classe au sein de la société, premièrement. Et le deuxième grand ouvrage qui a fait date sur le risque, c'est l'ouvrage de Mary Douglas, anthropologue, Risk and Culture, où elle défend l'idée d'une structuration sociale qui reposerait sur d'autres principes que les classes sociales et qui commanderait les réactions face aux risques. Je vais y revenir. En tout cas, ces deux ouvrages qui vraiment, on va dire, bon, jalonnent, disons, la sociologie et l'anthropologie depuis une trentaine d'années sur les risques et l'étude des risques, finalement, ce sont des ouvrages qui invitent à réfléchir sur d'autres principes d'échantillonnage que les CSP pour faire apparaître des variables explicatives des réactions face aux risques. Alors, pour résumer le travail d'Ulrich Beck, 86, la société du risque, globalement, qu'est-ce que raconte Ulrich Beck? Que les risques associés à la modernité fonctionnent comme des égalisateurs de conditions sociales, c'est-à-dire que les risques sont globaux. Si auparavant, par le passé, les risques pouvaient être locaux, localisés, propres à quelques individus, avec la modernité technique, les risques concernent l'ensemble de l'humanité. Beck dit par exemple, il n'y a ni ouest ni est, ni sud ni nord. Les risques sont généralisés, sont globaux. Ils portent en plus en germe la destruction potentielle de l'humanité dans son ensemble. Il prend par exemple l'exemple de la radioactivité qui peut du coup passer les frontières. Et par ailleurs, les risques, dit Beck, échappent au sens. Donc là, on a finalement une nouvelle phénoménologie des risques, des risques modernes, contemporains, qui échapperaient à l'ouïe, au goût, à la vue et au toucher, à l'image à nouveau de la radioactivité, pour laquelle il faudrait en fait être doté d'un compteur Geiger, par exemple, pour se rendre compte qu'il y a vraiment de la radioactivité. Donc, globalement, la thèse de Beck, c'est de dire qu'on a des risques à la fois globaux et indétectables, on ne les sent pas immédiatement, qui, du coup, ils vont générer, ces risques de la modernité, une conscience angoissée, puisque finalement, on tendrait finalement à se dire aujourd'hui que le risque est partout. On aurait une sorte d'emballement de la pensée spéculative qui nous ferait être toujours plus suspicieux vis-à-vis des risques, y compris lorsque les risques sont démentis par les autorités. Au contraire, même dans ce cas-là, on serait plutôt enclin à faire le procès aux autorités de ne pas suffisamment prendre en compte les risques. Alors, est-ce que cette thèse peut être applicable sur le Covid? Premièrement, c'est une thèse qui porte d'abord sur les conséquences des risques technologiques, de type technologique. Y a-t-il un rapprochement possible avec l'épidémie de Covid-19? Alors, on pourra noter le rôle des transports dans la propagation du virus. En même temps, il y a encore des travaux sur l'origine en tant que telle de ce virus, mais on sait que le développement de l'activité humaine augmente la fréquence des contacts avec les zoonoses, confère donc ce qui a pu être vu dans les séances précédentes du séminaire, ou encore dans un article qui est paru dans Nature récemment en 2020. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, il y a a priori un lien entre les risques dont parle Ulrich Beck et puis les risques représentés par l'épidémie de Covid-19. D'où une hypothèse
Première hypothèse qui serait de dire que, de questionner finalement la place, le rôle de la conscience angoissée dans les perceptions des publics face à l'épidémie. C'est la première hypothèse de recherche que je me propose de mener. Pourquoi? Parce qu'on a des ressorts, en tout cas, on aurait une perception, si vous voulez, qui aurait des ressorts qui ne seraient pas localisables dans des segments particuliers de la population, pas reliés à une CSP particulière, mais qui seraient diffus à l'ensemble du corps social, si on reprend la thèse de Beck, d'après laquelle il y aurait un effacement de la structuration de la société en classe. Deuxième chose que l'on pourrait imaginer, c'est que certaines personnes en viendraient à s'inquiéter plus que d'autres du risque sanitaire, mais sur la base d'une angoisse déjà présente au sujet des risques contemporains. Donc on peut par exemple proposer ici, se demander si finalement les personnes qui s'inquiètent de développements technologiques controversés, tels que le génie génétique, les équipements 5G, etc., ne seraient pas du coup plus enclines que d'autres à être anxieuses ou à être perturbées par l'épidémie, en tout cas plus fortement que la moyenne. L'hypothèse, en tout cas, mériterait d'être testée et elle est susceptible d'ailleurs d'expliquer deux types d'anxiété. À la fois pour les personnes manifestant une inquiétude renforcée, je pense par exemple à des personnes qui sont restées confinées alors même que le printemps était arrivé, alors même que l'été a été arrivé, donc des personnes qui n'avaient plus de raison, on va dire, a priori de rester chez elles, et qui par exemple aussi portent continuellement aussi le masque. Donc on peut avoir par exemple des inquiétudes extrêmement fortes, et il s'agirait du coup de tester le lien avec ces inquiétudes propres à la modernité chez ces personnes-là. Mais la même hypothèse peut aussi être utilisée pour expliquer un autre type d'anxiété, par exemple chez les personnes doutant de la réalité de l'épidémie et de la pertinence des mesures promues par les autorités. Alors je me réfère de ce point de vue-là, donc c'est le profil tout à fait opposé, mais exemple donc des groupes Facebook anti-masques, je me réfère par exemple à des enquêtes qualitatives menées par Briestel en 2020, ou encore aux manifestations contre le port du masque, mêlant des militants écologistes, anti-OGM ou encore anti-vaccination. Je me réfère ici à un article du Monde publié par la journaliste Alexandra Soulier, je crois en 2020. N'assisterait-on pas finalement ici à ce qu'on pourrait appeler peut-être un retournement de la conscience angoissée de la modernité, c'est-à-dire que la pensée spéculative qui, chez Beck, s'emballe, si vous voulez, face aux risques, voit des risques partout. Aujourd'hui, peut-être cette pensée spéculative conduirait du coup à remettre en question l'idée même de risque et à tendre du coup à dire non, finalement, il n'y a pas tant de risques que cela. Donc ça, c'est en tout cas, c'est le premier groupe d'hypothèses que l'on peut, il me semble, faire. Le deuxième groupe d'hypothèses, je le tire là, cette fois-ci, de l'idée de Mary Douglas d'une sélection sociale du risque. Alors, chez Mary Douglas, il n'y a pas d'objectivité des risques dans le sens où dans le sens où ils auraient disons, un caractère rationnel. Chaque groupe social, nous dit-elle, en fonction de sa culture, alors ses valeurs, ses représentations, son organisation, va sélectionner certains types de risques et en rejeter d'autres. Mary Douglas a d'abord fait des travaux d'ethnologie africaine, notamment au Zaïre, auprès du peuple Lélé, et puis elle a étendu sa réflexion au risque de pollution environnementale dans le monde occidental, plus spécifiquement aux États-Unis, dans son ouvrage Risk and Culture, publié en 1983. Alors, comment est-ce qu'elle justement, comment est-ce qu'elle répartit les groupes sociaux justement pour faire voir comment la culture de ces groupes va les amener à distinguer certains risques et pas d'autres. Elle propose en fait de répartir les groupes selon une double répartition qu'elle appelle grid and group. Grid renvoie en anglais à l'idée de grille, donc c'est-à-dire qu'un groupe social peut être plus ou moins hiérarchisé, peut avoir une grille plus ou moins forte, donc une plus ou moins forte hiérarchie. Et puis ensuite, elle insiste sur l'idée de groupe, c'est-à-dire qu'un un groupe social, la groupalité, si vous voulez, peut être plus ou moins forte.
un groupe peut plus ou moins faire groupe en fonction des situations. Ce qui va donner du coup une représentation de l'espace social selon deux dimensions qui n'ont pas grand-chose à voir en fait avec les CSP dont je parlais tout à l'heure. Ça nous donne la chose suivante, résumée ici. Alors, on a, alors quand on se, je vais prendre premièrement l'axe group avec moins plus et puis l'axe grid avec moins plus. Alors, si on prend, si vous voulez, les groupes sociaux, on va dire, les plus hiérarchisés et faisant véritablement groupe, c'est-à-dire des groupes dans lesquels il existe une difficulté à rentrer, on n'y rentre pas comme ça, il y a aussi par exemple des concours pour y accéder, des groupes sociaux qui sont par ailleurs extrêmement hiérarchisés entre eux. On est en haut à droite dans la culture de ce que Mary Douglas appelle la communauté centrale, avec du coup la bureaucratie, les administrations, les professions savantes. Donc, en haut à droite. À la fois donc un groupe qui existe fortement en tant que une entité qui existe fortement en tant que groupe et qui existe fortement en tant que hiérarchie. Si je vais à l'exact opposé ici de la représentation et que je vais en bas à gauche, ici on va trouver la culture individualiste qui est représentée par les groupes, nous dit Douglas, les groupes d'entrepreneurs indépendants. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il ici? Ils existent très peu en tant que groupe, c'est-à-dire qu'ils sont finalement l'entrepreneur indépendant est engagé dans finalement il n'a pas vraiment d'alliés, si vous voulez, il n'a pas vraiment coopéré, il va mener, disons, son entreprise, et en même temps, il n'a pas de lien de subordination avec d'autres personnes, d'où l'idée que la grid, est très faible. Et donc, dans ce groupe d'entrepreneurs indépendants, finalement, c'est une culture individualiste qui va prédominer. Maintenant, on peut regarder le cas où le groupe est fort et où la hiérarchie est faible. Et donc là, ça sera ce que Douglas va appeler les dissenting enclaves. Excusez-moi, c'est mal orthographié, pas dissenting, mais dissenting, c'est-à-dire l'enclave dissidente. L'enclave dissidente, formée par des groupes militants, notamment des groupes écologistes. Pourquoi? Parce qu'ils vont très fortement exister en tant que groupe. L'entrée dans ces groupes n'est pas aisée. Ça réclame justement de montrer que l'on est un véritable militant, par exemple. On peut d'ailleurs être exclu de ces groupes. Donc, ils existent fortement en tant que groupe. Mais par contre, très souvent, remarque Douglas, ce sont des lieux dans lesquels il existe une relative égalité. Il n'y a pas de bureaucratie et il n'y a pas de hiérarchie entre les membres. On a plutôt affaire à des relations très égalitaires. Du coup, la grid y est très faible. Et enfin, à l'opposé, en haut à gauche, on a la culture des isolats. Alors, qui rassemble finalement ici un pôle dans lequel on aurait les exclus, les sous-prolétaires, qui finalement forment pas vraiment un groupe, très peu d'ailleurs, et sont finalement, on va dire, hiérarchisés de l'extérieur, hiérarchisés par le reste de la société, repoussés aux marges de la société et dans des situations de domination économique. Alors, que va-t-il se passer en fonction du coup de ces quatre groupes? Eh bien, ces quatre groupes vont identifier différents types de risques menaçant leur existence en tant que groupe. C'est ça l'idée de Douglas, c'est-à-dire que chaque groupe va sélectionner des risques qui sont en fait des atteintes ou des menaces potentielles pour chacun d'eux et pour son existence et sa perpétuation, sa reproduction sociale. Alors, du côté, par exemple, de la culture individualiste des entrepreneurs indépendants, les principaux risques seront finalement les atteintes au libre marché ou encore les entraves au commerce, qui constituent finalement
le type de risque principal dont ils vont se méfier, qui apparaît du coup en bas à gauche sur la diapositive en rouge. Du côté de la culture de la communauté centrale, ici, le risque, comme c'était indiqué, sera plus celui de la perturbation de l'ordre social, ou encore l'atteinte à la stabilité de l'État, l'atteinte à la stabilité des institutions. Pour les enclaves dissidentes, les groupes militants, les groupes protestataires, ici, on a des risques qui viendront justifier une position de retrait vis-à-vis de la société. Et l'exemple typique, c'est la catastrophe planétaire. Ces groupes militants vont justement justifier le fait de se tenir à l'écart de la communauté centrale en disant, voilà, nous sommes le dernier carré de résistants et face à un risque de disparition de la planète dans son ensemble. Alors, l'application de en tout cas, cette typologie a été d'abord utilisée pour analyser, comme je l'ai signalé, les perceptions du risque lié à la pollution, mais ça a ensuite été utilisé pour analyser les perceptions sociales face au risque de l'épidémie de sida. Alors, concernant, je donne quelques points, donc ça me permet du coup de faire le lien avec le reste de mon propos. Concernant les individus situés dans la communauté centrale dont je parlais tout à l'heure, ils vont avoir tendance, nous disent Douglas et Calvez, à défendre une norme sexuelle et à faire confiance à l'autorité des professions savantes établies. À l'inverse, les individus situés dans les enclaves protestataires auront, eux, plus tendance à dénoncer l'indifférence des autorités scientifiques et étatiques. Par exemple, le fait qu'on n'aurait pas fait assez de recherches, qu'on se serait désintéressé du virus du sida. Ils vont aussi, par exemple, suspecter un complot organisé tantôt par l'industrie pharmaceutique, tantôt, mais ils vont aussi adhérer aux médecines alternatives. Donc, à nouveau, en marge, du coup, de la communauté centrale et de la culture de la communauté centrale. Concernant les individus situés dans la culture des isolats, Douglas et Calvez diront qu'ils auront plutôt tendance à exprimer du fatalisme et de la résignation, l'épidémie du sida pouvant être vue là aussi comme un complot, mais ayant une causalité suprahumaine de type châtiment divin. Donc là, il ne s'agit pas d'une responsabilité de l'industrie pharmaceutique, par exemple, dans ce cas-là, mais ça sera plutôt vu comme un châtiment suprahumain, une causalité finalement qui échappe à l'emprise humaine. Enfin, les individus situés dans une culture individualiste, là, on a une culture spécifique qui les pousserait à être iconoclastes, pionniers, preneurs de risques, si vous voulez. Et être malade, finalement, serait l'occasion d'affirmer une individualité. Alors, dans quelle mesure on peut prolonger, du coup, cette approche des risques propres sur le cas de l'épidémie de Covid ? On pourra distinguer effectivement, et en tout cas c'est la question que je me pose, que les réactions des entrepreneurs, des commerçants et des artisans paraissent fortement se différencier de celles des agents des services de l'État ou des professions savantes. En tout cas, c'est ce qui paraît être, comme ça, à un premier abord, on pourra aussi remarquer, j'en ai parlé tout à l'heure, la réaction de certains groupes militants qui, par exemple, relativiseront le risque ou encore dénonceront la manipulation politique ou économique. On pourra regarder, par exemple, avec intérêt le dernier documentaire Hold Up, réalisé, mais qui, du coup, met en scène du coup, le rôle de l'industrie pharmaceutique, l'atteinte aux libertés politiques. Enfin, on a aussi des groupes sociaux qui peuvent exprimer de la résignation face à l'épidémie, un petit peu de la même manière que pouvaient le remarquer Douglas et Calvez à propos du sida, mais avec aussi parfois, étonnamment, des interprétations magico-religieuses. Par exemple, le port du masque peut être vu comme un rituel satanique, avec le masque comme attribut du diable. Je reviendrai dessus là, juste après. Et qu'est-ce qu'on... avec, du coup, on peut... alors là, je vous ai mis une source du coup, sur YouTube avec un monsieur qui nous montre justement comment le masque serait du coup un attribut démoniaque et en quoi il pourrait être un rituel satanique. Alors, il y a un intérêt, mais aussi
peut-être aussi des limites à ce cadre d'analyse, notamment par sa perspective, disons, culturaliste, une tendance peut-être à trop fortement généraliser les caractéristiques de certains groupes sociaux. Alors, pour résumer, on pourrait dire qu'avec l'hypothèse d'une sélection sociale des risques, on a finalement on aurait des risques qui seraient socialement distribués, et ça c'est la société des risques, si vous voulez, présentée par Douglas, s'opposant du coup à l'hypothèse plutôt beckienne d'une société du risque. Mais bien évidemment, ces deux hypothèses sont assez opposées, mais elles reposent toutes les deux sur l'idée qu'il serait nécessaire de se porter au-delà d'une structuration de la société par les CSP, les catégories socioprofessionnelles, pour comprendre finalement quelles sont les réactions des publics aujourd'hui face aux risques. Il s'agirait de mettre à l'épreuve ces deux hypothèses. Alors, c'est ce que je me propose de faire, et j'y reviendrai. J'ai vu que dans l'Assemblée, il y avait un certain nombre de gens qui participent justement au projet RISCOV qui a été déposé à l'ANR dans le cadre de l'appel à projet Flash Covid-19, dont je pourrais du coup dire deux mots de ce projet par la suite. Mettre à l'épreuve de ces deux hypothèses en faisant quoi? D'une part, en procédant à la passation d'un questionnaire sur les perceptions et les attitudes des publics face aux risques sanitaires de l'épidémie. Et puis, deuxièmement, de procéder à un double échantillonnage. Alors, double échantillonnage qui tenterait effectivement d'être représentatif et qui reprendrait du coup la méthode des quotas pour un premier échantillon de 2000 individus. Pourquoi? Puisque ça permettrait justement de discuter ce que l'on observe habituellement au niveau des sondages d'opinion et de faire ce qu'ils ne font pas, par exemple, des tests statistiques, alors qu'ils ne les font pas habituellement, ce qui permet d'ailleurs aussi de conserver une lecture de la société en classe sociale et d'en tester la pertinence, me semble-t-il, en tout cas de ne pas l'évacuer, mais deuxièmement, d'adjoindre en fait à ce premier échantillon un second échantillon que je qualifierais de raisonné et s'inspirant du coup de la typologie de Mary Douglas, là aussi avec 2000 individus, mais en fait procédant par 4 coups de sonde auprès de 4 groupes sociaux qui seraient particulièrement choisis pour être représentatifs des 4 grandes cultures qui ont été identifiées. Alors, il y a une discussion à faire. Il m'a été, d'ailleurs, j'en ai discuté avec certaines personnes, notamment des étudiants de master, qui me proposaient, quand je leur parlais de mon projet, ils m'ont dit « Ah, mais vous pourriez très bien, du coup, inclure dans votre échantillon des cadres de la fonction publique, dans la mesure où ils ont probablement la vertu bureaucratique fortement incarnée et qu'ils représentent, on va dire, le pôle finalement de la communauté centrale d'une manière particulièrement illustrative. Un deuxième groupe qui serait constitué d'un groupe d'entrepreneurs sans lien hiérarchique, un troisième groupe de militants, on va dire, fortement engagés. Alors là, la question peut se poser, quel groupe militant pourrait constituer ce groupe-là, pourrait être investigué. La question n'est pas tout à fait tranchée encore. Par exemple, ça pourrait être un groupe environnementaliste comme Extinction Rébellion, qui se signale justement comme étant un groupe particulièrement actif et soudé. Enfin, afin de sonder la culture des isolats, des travailleurs intérimaires, plus spécifiquement, à la fois des ouvriers de l'intérimaire, des employés de l'intérimaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont finalement aux marges du salariat et qu'ils représentent du coup probablement plus que d'autres groupes sociaux, ils représentent du coup ces catégories des isolats dont nous parle Douglas. Il s'agira en fin de compte de comparer finalement la grille d'analyse dotée de la plus forte capacité explicative et notamment de pouvoir comparer les deux échantillons, c'est-à-dire l'échantillon fait à partir de la méthode des quotas et puis l'échantillon fait à partir de la méthode inspirée par Douglas. On pourra du coup
rechercher la significativité des associations statistiques, qui sera comparée d'un échantillon à l'autre. Et on pourra, par exemple, calculer les valeurs moyennes des associations et dire, voilà, finalement, c'est dans tel échantillon que l'on trouve les plus fortes associations et dans tel autre un petit peu moins. Ensuite, les associations observées pourraient être retestées dans l'un et dans l'autre échantillon. Je pourrais y revenir. Et enfin, cela donnera l'occasion de faire ce que ne font pas les enquêtes existantes, c'est de l'analyse multivariée dans chaque échantillon, mais aussi d'opérer aussi des croisements entre les deux échantillons. Voilà, j'ai tenu dans les 17h45. Je crois que je suis pile à l'heure et j'ai du coup fini ma présentation. Merci Pascal pour ce timing parfait et qui va laisser une grande place à la discussion. Je vois que tu as cessé de partager ton PowerPoint. Je vais donc regarder. Donc, si vous voulez poser des questions en levant la petite main bleue. Sinon, moi, j'en ai une première de compréhension sur le schéma de Marie Douglas. Si j'ai bien compris, la grid, c'est quelque chose qui se rapporte à la nature prescrite ou à construire du rôle social, c'est cela? Est-ce que c'est la hiérarchisation ou le fait que on est plus ou moins libre de construire son rôle social ou qu'on se voit les règles que l'on suit déterminées de manière extérieure? Et du coup, les militants seraient, eux, comme l'entrepreneur, dans un espace où les règles sont à construire, à négocier, que les rapports avec les autres sont le fait d'une construction. Alors que dans le grid, là où le grid est rigide, ça veut dire que les règles préexistent à l'interaction individuelle. Est-ce que c'est bien ça? Oui, oui, Arnaud, oui, on peut l'exprimer comme ça. Effectivement, la place des normes sociales, mais surtout des normes de hiérarchisation est plus importante, plus on s'élève dans la grille. Plus la grille s'élève, plus les individus connaîtront des liens de subordination entre eux. Plus on va vers le pôle moins de la grid, moins les individus connaîtront des liens de subordination, plus ils seront égaux entre eux. Voilà l'idée. Il y a une question de Dominique Mémy, à qui j'ouvre le micro. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. Merci voilà, de cet exposé. Alors, je voulais d'abord montrer à quel point cet exposé, ce travail, me paraît en adéquation avec l'intérêt aujourd'hui sur les émotions qui est en train de se développer. Et je pense que pour valoriser le travail, on pourrait, Pascal, vous pourriez le valoriser aussi comme ça. Non seulement c'est en affinité avec cet emotional turn qu'on voit s'affirmer depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années aux États-Unis et une dizaine d'années en France, mais par ailleurs, le travail me paraît en adéquation avec ce petit tournant qu'on voit apparaître aujourd'hui à propos du Covid, à savoir que dans un premier temps, on s'était les uns et les autres surtout intéressés aux dimensions physiques et du danger physique dû à la maladie, et depuis quelques semaines, on commence à s'intéresser aux effets psychologiques et au fond émotionnel de cette maladie. Alors, ça me paraît en adéquation, je pense que pour valoriser aussi, vous pourriez dire que ça me paraît en adéquation avec la rigueur qu'on attend de ces travaux-là.
Alors, il se trouve que je dois produire, enfin nous devons, avec 2 camarades, produire un article pour la vie des aidés qui va sortir en janvier qui va s'appeler « Comment armer l'emotional turn ». C'est-à-dire comment faire, personne n'arrive à résister à la tentation de travailler sur les émotions aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour ceux qui s'y collent parce que c'est très séduisant et en même temps, quand on lit toute la littérature sur les émotions, la première chose qui vous saute aux yeux, c'est à quel point cette littérature est mal armée sur le plan épistémologique. Bon. Et là, ce qui me paraît intéressant dans ce que vient de faire Pascal Ducournau, c'est que justement, il y a un souci d'armer fortement. Donc là, du point de vue de quelqu'un qui est en train de… Ce papier, ça sera surtout un papier sur les précautions et les garde-fous. C'est vraiment un bilan, c'est une alerte, ce papier, sur les garde-fous qu'il faut garder quand on travaille sur cette question-là. Et là, je trouve que le travail de Pascal Ducournau est exemplaire parce que à la fois, il choisit un objet précis, générateur d'émotions, c'est-à-dire la Covid, une émotion unique et non pas, comme certains auteurs américains, 3 émotions sur 2 siècles, et sur un moment daté, enfin, et précis de l'histoire. Première chose. Deuxièmement, il y a un souci dans l'exposé de précaution statistique. C'était la première partie de l'exposé sur les problèmes statistiques pour attester ces émotions. Moi, je mets toujours en garde contre ces échelles d'évaluation de l'anxiété. Je trouve qu'elles sont vraiment très problématiques. Je les ai vues apparaître sur le deuil. Voilà, en pays anglo-saxon, on fait des échelles dans l'évaluation de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Bon, je ne comprends toujours pas comment on y arrive. Et deuxième moment, c'est, et là je serai plus critique, Pascal, c'est le souci, alors moi je suis très favorable à ce souci-là, et on va le mettre dans l'article, de faire appel à des théories à moyenne portée. Ce que j'appelle les théories à moyenne portée, c'est Douglas là. C'est Douglas, mais c'est surtout Douglas, c'est plus Douglas que d'autres. Donc l'idée que vous quittez une analyse en termes de classe sociale pour une analyse plus crédible en termes de groupe, je marche absolument. L'idée qu'il y a une sélection sociale des risques basée sur des groupes, je marche. Par contre, je ne serai pas fidèle jusqu'au bout à Douglas, c'est-à-dire que je m'arrêterai, je garde l'idée que c'est des groupes qui ne sont pas forcément des classes sociales, ce n'est pas le plus rentable comme approche, mais qu'il y a d'autres groupes sur chaque objet qui se fabriquent et qui sont relatifs à l'objet. Je vous donne un exemple, le bouquin qu'on vient de présenter au séminaire La Corps et Sciences sociales de Jérôme Truc sur les réactions aux attentats dans les villes de Madrid, de Londres, etc., et de New York, montre qu'en fait, les gens qui se disent très émus par ces attentats, qui déposent des papiers sur les lieux de commémoration, en fait, ils le sont parce que c'est pas par exemple sur le groupe national, c'est-à-dire ils disent pas je suis espagnol ou je suis londonien ou je suis américain, c'est pas du tout ça qui marche, alors qu'ils pensaient que c'est ça qui marchait, que ça fabriquait du groupe national, pas du tout, c'est des espèces de fabrication de groupes qui sont, comment on pourrait dire, indigènes, qui sont générés par l'objet. Je vous donne un exemple, j'ai interrogé quelqu'un là où je suis dans mon hameau sur pourquoi elle avait pleuré au moment de l'attentat sur Samuel Paty, je ne comprenais pas. C'est pas une Parisienne, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais passé à Conflans-Sainte-Honorine, alors que beaucoup de gens disent c'est parce que je suis passée à Londres que je suis émue par ce qui s'est passé à Londres. Et je l'interroge et elle me dit au fond je supporte pas parce que j'ai été une bonne élève à l'école et que je suis prof. Voilà. Donc le groupe qui s'est fabriqué, c'est l'identification de quelqu'un qui est très attaché à l'école comme enfant et comme adulte. Bon. Donc moi je trouve que autant certains des groupes proposés par Marie Douglas peuvent marcher ici, à cause de la spécificité de l'objet, à savoir la Covid, autant il y en a d'autres qui ne marchent pas du tout. Par exemple, ce qui marche, c'est peut-être effectivement le côté ceux qui font du commerce, parce que évidemment, ceux qui souffrent des entraves au commerce, dans la Covid, ils peuvent avoir un rapport un peu moins angoissé au risque, puisqu'ils sont concernés par la volonté de continuer à travailler. De même, les groupes militants ici, de même qu'il y a l'entrave au commerce et lève le problème du risque, les gens qui vont manifester le montrent bien, c'est-à-dire l'entrave à l'envie de manifester fait que on y va malgré la trouille, et la trouille devient moins forte parce que tout le monde y va. Bon. Donc, je ne garderai pas jusqu'au bout
l'analyse de la théorie de la moyenne portée, oui, ça c'est vraiment important aujourd'hui quand on travaille sur les émotions, mais pas jusqu'au bout de la proposition de Douglas. Et du coup, c'est compliqué là, Pascal, parce que autant la première partie de votre travail, interroger 2000 personnes, des individus, d'accord, mais le problème, ça va être de faire émerger les vrais groupes, c'est-à-dire les groupes engendrés par cet objet spécifique. Des groupes qui seraient significatifs en termes de rapport commun au sentiment de risque, quoi. Et donc ça, mais moi, on en avait déjà parlé, ça, je pense qu'il faut quand même à un moment donné, avant de passer aux deuxième analyse, un peu d'analyse qualitative pour essayer de comprendre quels sont les groupes forts, les groupes communs qui vont avoir ce rapport particulier aux émotions. Et là, il y a un groupe évident qui n'apparaît pas chez Mary Douglas, c'est les gens qui sont directement associés au risque, à savoir les soignants, les professionnels des soins, les travailleurs sociaux, les professionnels des métiers de service qui sont en contact, par exemple. Vous voyez, si on nous reprend l'analyse de Douglas telle que, on rate des choses qui sont des groupes enfin, je sais pas comment on peut dire, indigènes, gérés par l'objet lui-même, qu'il ne faut pas rater. Donc voilà, donc je donne mon contentement et ce bémol d'un passage, je pense, par un moment qualitatif, parce que qu'on peut faire avec du bon sens, quoi. Le coût des soignants, voilà, on ne peut pas le rater. Le coût des proches des gens malades, par exemple, ça change beaucoup de choses, hein, ça. Voilà. Donc, voilà pour c'est pas une question, moi je suis désolée, c'est une incitation à insérer un moment qualitatif. Voilà, je m'arrête là. Bon, merci bien Dominique. Alors, bon, pour répondre effectivement à ce que vous signalez, d'ailleurs, c'est présent d'ailleurs dans la soumission du projet à l'ANR. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai signalé aussi, mais alors, je ne l'ai pas fait ce soir, mais il y a une troisième hypothèse, effectivement, qu'on pourrait faire, qui est le fait d'être soi-même, on va dire, au contact de la maladie ou supposément au contact de celle-ci, via, par exemple, sa profession. Est-ce qu'on travaille à distance? Est-ce qu'on travaille au contact du public? Ou via aussi des proches qui pourraient être, par exemple, en EHPAD ou en maison de retraite. Donc, il y a un ensemble j'ai prévu justement, dans une troisième hypothèse, de tester ce type, justement, peut-être, comme vous dites, oui, de groupes fabriqués par la logique même de l'objet. D'ailleurs, ça nous rapprocherait d'ailleurs peut-être d'une sociologie peut-être plus latourienne, là, pour le coup. Enfin bon, c'est un autre débat. Mais, donc, c'est prévu. En revanche, sur les soignants, alors, j'ai pensé, en même temps, je me suis dit, mais c'est difficile, parce qu'est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, du coup, faire une étude spécifiquement dédiée sur cette population-là? Vous voyez, c'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, si on traite les soignants, est-ce qu'il ne faudrait pas, non pas faire on va dire un échantillon représentatif de la population française, mais plutôt un échantillon uniquement de soignants et faire une étude que sur eux? Vous voyez, donc, du coup, c'est un petit peu j'ai été pris, disons, dans cette difficulté conceptuelle, de temps aussi, méthodologique et de temps, sachant que le projet à l'ANR ne peut durer que 12 mois au maximum, hein, c'est vraiment extrêmement rapide. Mais bien évidemment, après je partage votre remarque, le fait d'être soignant, d'être engagé du coup dans l'assistance, le soin, et la proximité avec la maladie et la souffrance, va impliquer forcément des émotions différentes qui seraient du coup à investiguer plus particulièrement. Je suis bien évidemment d'accord. Merci Pascal. Je vais juste, avant de donner la parole à Younous, relayer le commentaire que Marie-Angèle Hermite a écrit dans le chat, qui dit que c'est exactement ce qu'elle voulait dire. C'est le type de risque qui génère en grande partie la catégorie.
Effectivement, dit-elle, par exemple, les ouvriers des industries chimiques ou les mineurs revendiquaient la résistance mentale au risque comme élément fondateur de l'identité de groupe. Donc ça va dans le même sens que ce que disait Dominique Mémy sur l'idée que le type de risque, l'objet, puisse être l'axe qui nous conduit à évaluer le risque. Et alors, je donne la parole, je lirai le commentaire de Dominique juste après, dit-on, à Younous. Normalement, ça devrait marcher. Allô, bonjour à tous. Ça marche? Je pense que ça marche, c'est ça? Oui, oui, on vous entend, vous pouvez poser la question. Ça marche. Ok, bonjour à tous. Et au fait, j'ai des questions. Ma réponse, J'ai peur que votre connexion soit... dans quelle mesure la crise sanitaire actuelle va-t-elle reconfigurer les Peut-être qu'il pourrait écrire. Oui, votre connexion Vous essayez, s'il vous plaît? est pas très bonne. Est-ce que vous voulez la poser dans le chat, la question? D'accord, merci. Ah, là, on vous entend bien. D'accord. Essayez à nouveau. Oui, je disais la première question, je voudrais savoir dans quelle mesure la crise sanitaire actuelle va-t-elle reconfigurer les inégalités sociales? Ah, là, c'est bien passé la question. Et il y en a... Ok. Et la deuxième? Et la deuxième, je voudrais savoir s'il y a une différence entre la société du risque et la société des risques. D'accord. Pascal, Merci. tu as entendu? Est-ce que la... Alors, j'ai entendu la seconde question. Y a-t-il une différence entre la société du risque et la société des risques? Je crois que c'est ça. Et la première question, Ouais. Younous, par contre, j'ai pas compris la première question. C'était... La première question, c'était dans quelle mesure la crise sanitaire actuelle va-t-elle reconfigurer les inégalités sociales? Reconfigurer les inégalités sociales. Oui. C'est ça. Bon, merci Younous merci Younous pour ces deux questions. Alors, sur les inégalités sociales, j'ai pas traité spécifiquement cette question. Disons que c'est pas une question que j'ai regardée plus précisément, donc je vais être ennuyé du coup pour répondre plus que et puis je risque de dire des banalités, vous voyez, donc voilà, je vais avoir du mal à, du coup, accentuation, révélateur, effet de loupe, etc. Donc je risque finalement de dire ce qui a déjà été dit. Et puis moi je pense par exemple aux travaux de Laure Pitti, qui a travaillé sur la Seine-Saint-Denis, hein, et sur justement comment finalement la morbidité était particulièrement importante en Seine-Saint-Denis. Voilà, je vous inviterai du coup peut-être à aller voir de ce côté-là. Voilà. Mais bon, après, moi-même, j'ai pas plus d'informations que ça. Je serais ennuyé du coup pour vous répondre. Alors, concernant la différence entre société du risque ou des risques, est-ce qu'il s'agit de la même société? Oui, fondamentalement, il s'agit de la même société, il s'agit de la même réalité sociale, à part qu'elle va probablement être interprétée différemment, tantôt par Douglas, tantôt par Beck. Mais puisque l'un et l'autre, finalement, s'intéressent, si vous voulez, dans leur vision, dans leur théorisation, ils s'intéressent l'un et l'autre à l'émergence justement des risques autour de l'environnement dans les années 70-80. Donc, ils traitent finalement de la même société, société occidentale, et qui du coup, mais avec finalement une vision qui est très, très différente
puisque, comme je disais tout à l'heure, chez Douglas, il y a des risques, et les groupes sociaux identifient des risques différents en fonction de leur fonctionnement et de leur culture, alors que chez Ulrich Beck, au contraire, il y a le risque technologique est finalement présent partout, quel que soit finalement le milieu social, tout le monde y est exposé, quelle que soit son origine sociale, sa situation sociale. Je réponds à peu près à la question, Younous. Merci Pascal. Je vais lire la question qui était celle. Alors, je reprends. Dominique Vuitton avait ajouté, en termes de perception du risque dans le domaine santé, plusieurs études montrent bien qu'un élément majeur qui détermine les efforts de prévention en particulier est la proximité affective familiale avec un patient, à plus forte raison s'il est décédé. Ce qui ferait donc un lien entre les différents groupes proposés par Dominique Mémy, si je suis bien, entre donc les groupes des gens qui ont une proximité affective et celui des travailleurs de santé qui pourraient se croiser à ce moment-là. Pourquoi ne pas faire intervenir cet aspect? Par ailleurs, il semblerait très intéressant de faire une étude temporelle avec le même échantillonnage. Et Aliénor Bertrand disait, parce qu'elle avait suggéré juste avant la question, imaginer des gradients de vulnérabilité. Et pour compléter, on pourrait imaginer un gradient des gens qui souffrent économiquement des politiques publiques, ce qui pourrait conduire à minoriser les conduire à minoriser les risques sanitaires. J'ai lu vos remarques, n'hésitez pas à demander la parole pour les développer. Je laisse Pascal répondre. Je vous remercie pour ces remarques-là qui apparaissent dans le chat. D'ailleurs, Arnaud, sera-t-il possible de conserver les remarques du chat et les questions? Oui, ça sera possible, merci. Effectivement, la question est extrêmement pertinente. Ce serait finalement la proximité avec un patient qui pourrait être déterminante du coup des niveaux d'anxiété et des réactions face aux politiques publiques de gestion de l'épidémie. Je prends bonne note de la remarque. En même temps, si vous voulez, disons que j'ai essayé d'aborder la question à partir, on va dire, de théories à moyenne portée, comme l'a dit tout à l'heure Dominique Mémy, et m'engageant dans des théories à moyenne portée, disons, j'ai évacué cet aspect-là, peut-être plus empirique, peut-être plus en lien avec les caractéristiques même de l'objet, mais qui peuvent éventuellement se révéler tout à fait centrales. En même temps, pour vous rassurer, dans le projet ANR qui est soumis, il y a bien une troisième hypothèse qui fait apparaître justement un degré d'exposition de la personne ou de ses proches à la maladie. Et donc, il s'agira du coup de voir dans quelle mesure les associations statistiques qu'on pourra faire émerger seront plus fortes, plus significatives qu'avec les autres éléments tels que les CSP, l'âge ou le sexe, par exemple. Vous voyez, donc, bien évidemment, cet aspect-là n'a pas été oublié, mais pour les besoins de l'exposé de ce soir, je l'avais laissé de côté. Ah si, j'ai rouvert le micro, Dominique Mémy, parce que vous aviez relevé la main. Alors, deux choses. D'abord, je pense qu'Ulrich Beck, contrairement à l'autre, Marie Douglas, il serait très révélateur pour moi de ce premier état du travail sur les émotions qui manque de rigueur. C'est-à-dire que tout le monde social participe également à la peur du risque, etc. C'est-à-dire qu'on est dans l'essayisme, on trouve ça souvent dans les travaux sur les émotions, et on n'est plus dans ce qu'elle essaye de faire elle, c'est-à-dire un travail qui reste un peu théorique, mais qui essaye d'observer dans différents gradients du monde social, différents rapports au risque, etc. Voilà, je voulais dire ça parce que je pense qu'ils ne sont pas du tout du même niveau. Je finis, Pascal, là-dessus. Bon. Oui. Et je me disais, en écoutant toutes les remarques, que à la limite, si votre travail là, des 12 mois permettait d'aboutir simplement à des conditions sociales de production du sentiment de risque différentes, ce serait déjà énorme.
Alors, je vous donne un exemple. Il y a dans certains résultats que vous donnez, il y a une rationalité du risque. Quand vous dites que les personnes, dans les premières enquêtes, hein, pas le Covid-Prév, mais dans les premières enquêtes, quand vous dites que les personnes âgées sont plus sensibles au risque et les urbains sont plus sensibles au risque, on peut dire qu'il y a une forme de rationalité dans ce sentiment, puisque c'est un sentiment adapté au risque objectif qu'ils encourent. D'accord ? Par contre, ça ne marche pas très bien pour les femmes, puisqu'on sait que les femmes sont moins sensibles au Covid apparemment. Bon. Donc, il y aurait un premier type de réponse, parce qu'à la limite, vous apporteriez déjà ça, ce serait formidable. Donc, au fond, un type de condition sociale, c'est la proximité objective avec le risque. Là, évidemment, on met peut-être les soignants, les travailleurs sociaux, etc., si ça marche. Bon. Un deuxième type de raison ou de condition sociale, c'est ce qu'a évoqué, je ne sais plus, l'un d'entre vous tout à l'heure, c'est la proximité affective avec un mort, un malade, un mourant, etc. Bon, voilà, ce serait un autre type de logique. Et il y a un troisième type de logique, c'est par exemple les femmes. C'est-à-dire là, c'est un habitus féminin, des dispositions. On sait bien que les femmes sont les gestionnaires de la santé. Les sociologues de la santé le répètent sans arrêt, c'est les gestionnaires de la santé depuis très longtemps dans les familles. Et donc, elles sont beaucoup plus sensibles, de manière générale, au moindre bobo, au risque, à la piqûre d'abeilles, au machin, etc., puisque c'est elles qui vont souvent gérer d'ailleurs ça. Mais voilà, il y a un habitus de réflexivité et d'extrême vigilance qui est un habitus genré, là, en espèce. Voilà. Donc, à la limite, si avec l'enquête, vous déconstruisez, je finis juste, vous déconstruisez, vous servez des groupes de Marie Douglas pour les déconstruire dans un deuxième temps en disant chaque risque génère ses groupes, et vous proposez un certain nombre de logiques, moi je trouve ça déjà génial. Je prends, quoi. Je trouve ça très intéressant. Et je mets Beck de côté, parce que Beck, il fait de ce que font les spécialistes des émotions aujourd'hui. Ça ne va pas. Non, mais ça serait parfait. Ça serait parfait parce qu'effectivement, on pourrait se questionner après, vous voyez, c'est-à-dire on pourrait se dire, à proximité avec le risque égal, est-ce que finalement, on trouve des différences entre les groupes sociaux? Vous voyez, c'est-à-dire, et ça, statistiquement, on peut le faire en ce type-là de rapprochement. De même, à proximité affective égale avec un malade, est-ce qu'on va toujours trouver des différences entre les groupes sociaux? Vous voyez, donc effectivement, on peut mathématiquement, disons, travailler justement, mettre à jour ces conditions sociales de la construction du risque. Mais ça, c'est précisément faire de l'analyse multivariée, tout simplement, ce que ne font pas, en fait, les sondages d'opinion disponibles, et ce que ne fait pas non plus l'enquête Santé publique France, la Covid-Prév, que j'ai citée tout à l'heure. Finalement, il n'y a pas ce type, enfin, en tout cas, de ce qu'il propose comme type de résultat, on n'a pas ce genre d'approche-là. Il y a tout un débat qui se déroule dans le chat, donc n'hésitez pas à prendre la parole pour l'expliciter les uns les autres, puisque Patrick se demandait s'il fallait, donc du coup, est-ce qu'on pouvait expliquer rationnellement la perception du risque. J'ai le témoignage de gens en angoisse alors qu'ils sont très éloignés de la maladie et d'autres en plein combat contre une maladie. Le risque est objectivable entre aléa et exposition. C'était au moment où Dominique Mémy était exactement en train de parler de cette question. Marie-Angèle Hermite remarquait qu'inversement, des amis chercheurs très âgés avec un sentiment de risque important ont été atteints l'un et l'autre pas gravement. Depuis qu'ils sont sortis d'affaires, ils ont une analyse minimisant le risque. Le débat continuait. Tu peux le lire aussi si tu souhaites. J'invite ceux qui veulent expliquer davantage leur position à lever leur petite main bleue. Ah, je vois une main. Marie-Angèle, j'ouvre votre micro. Ouais. Oui, je pense que l'aspect, alors ce sera dans un deuxième temps, mais l'aspect temporel va être très important en réalité parce que dans les gens que j'observe, alors il y a ce couple de chercheurs qui avait un raisonnement aussi
mathématiques quand ils avaient une perception forte du risque qu'ils ont maintenant, qu'ils ont une perception beaucoup moins forte du risque. Donc, ce sont des rationalisations différentes au fil du temps. Et puis, je vois chez tous les proches que j'ai dans ma petite ville, tous les commerçants qui ont été assez sérieux avec le masque au départ ne l'ont plus du tout maintenant. Ils le mettent soit sous le menton, soit sous le nez, mais ils n'en veulent plus. Donc, ils ont bougé dans le temps. Ben, je vous remercie du coup, parce que c'est vrai que je pense effectivement à cette histoire-là souvent, en me disant interroger, mais d'où l'intérêt de faire plusieurs vagues dans ces enquêtes-là. Voilà. Alors, en même temps, ça suppose peut-être de réfléchir à la mise en place de la chose. Je suis tout à fait d'accord pour le faire. Est-ce que… Alors après, j'ai regardé les vagues. Alors, certains le font chaque mois. Donc, Oviprev fait pratiquement chaque mois une enquête. Les instituts de sondage refont aussi chaque mois. Donc, c'est vrai qu'on peut comme ça suivre, suivre l'évolution des réactions, etc. Il faudrait réfléchir à la temporalité. Est-ce que ça vaut la peine de le faire chaque mois ou pas? Je m'inquiète aussi de la somme de données que ça va générer, de ce que ça représente en termes de traitement par la suite. C'est une première question. Alors après, j'entends bien aussi ce que vous dites sur le cas, effectivement, de personnes… alors, c'était quoi au départ? C'était oui, mais c'est ça, en fait, finalement, oui, des personnes âgées qui, finalement, minimisent le risque. Oui, voilà, effectivement. Donc, à nouveau, l'épreuve… Bon, alors, à nouveau, peut-être que ça renforce aussi ce qu'on disait tout à l'heure. L'épreuve de la maladie, la proximité avec un malade peut conduire justement à modifier la perception du risque. Alors, donc je prends note à nouveau de ça, qui peut être une perspective tout à fait intéressante à prendre en compte. Pour revenir sur l'analyse dite culturelle chez Marie Douglas, et ça fait le lien peut-être aussi avec la remarque de Patrick Giraudoux sur l'objectivité du risque. Alors, pour Marie Douglas, si vous voulez, j'ai repris mes notes, mais globalement, elle dit, voilà, le risque, c'est un environnement social, premièrement, plus des principes de sélection, et enfin la perception du sujet. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, déjà, un sujet ne peut pas, individuellement, ne peut pas avoir accès à tous les risques, penser à tous les risques qui pourraient lui tomber dessus. Donc déjà, il y a un problème de capacité cognitive de chacun. Ensuite, il va y avoir des principes de sélection sociale, finalement, en fonction du groupe dans lequel il évolue, et qui aura tendance à prioriser certains types de risques et pas d'autres. Et puis enfin, elle dit, voilà, il y aura l'environnement social, c'est finalement la société dans son ensemble et le traitement de ce risque par les autres groupes sociaux qui va faire que lui-même va sélectionner, va agir, percevoir de telle ou telle manière. Donc, si vous voulez, pour précisément, enfin, si on poussait la logique de Douglas à son maximum, finalement, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dans la perception du risque que finalement, il est extrêmement relatif. Il y a une relativité énorme du risque. Il n'est pas du tout objectivable, si ce n'est en faisant des sciences sociales pour dire, voilà, dans telle situation, on est plutôt comme ça, et dans telle autre, on est plutôt comme ça.
Voilà. Maintenant, effectivement, ce qu'elle fait peut-être pas assez, mais qui est peut-être dû à son orientation culturaliste, qui du coup est peut-être trop généralisante. Donc là, ça rejoint aussi la critique que j'ai faite tout à l'heure. À un moment donné, je signalais, voilà, tel groupe social va réagir comme ça, tel autre comme ça. C'est peut-être trop généralisant, pas trop essentialisant même. Du coup, on n'est pas non plus assez attentif aux spécificités individuelles qui vont se jouer et qui peuvent être dues précisément à ce qui était indiqué, à savoir la fabrication endogène de certains groupes, peut-être transsociaux ou transclasses, en raison des caractéristiques même de l'objet. Donc, du coup, ça permettrait effectivement d'apporter un correctif utile au risque du culturalisme. Voilà. Merci. Je vais ouvrir le micro d'Aliénor Bertrand. Je vais poser une question. Bonjour, vous Oui, m'entendez? ça marche bien, ça marche bien. Super. Bon, donc moi j'ai une question sur le risque lui-même. C'est-à-dire que je n'ai pas tout à fait bien compris si le risque c'était de tomber soi-même malade, donc vraiment un risque strictement sanitaire et pour soi-même. Si le risque, ça pouvait être aussi de transmettre la maladie, c'est-à-dire d'être vecteur, ce qui est un double risque. Bon, ça suppose d'être malade soi-même, mais il y a aussi un risque presque moral, hein, qui est d'une autre nature, hein, que le risque sanitaire. Puis un risque qui est sanitaire et politique, hein, c'est-à-dire la perception du risque en tant qu'elle est liée au fait que non seulement on peut être soi-même directement vecteur, mais tout simplement, en participant pas à une politique publique plus globale, mettre en danger les groupes les plus vulnérables. Voilà. Donc, je voudrais savoir comment interviennent comment intervient la qualification du risque, enfin, ce que rapidement, comme ça, là, j'ai imaginé un sens. Et voilà. Merci pour la question. Je serais tenté de vous dire l'ensemble. Tout autant le risque perçu pour soi-même de tomber malade que de celui de contaminer ses proches me semble devoir être pris en compte. L'essentiel étant finalement de passer par la définition que se proposent les gens eux-mêmes de ce qui fait risque pour eux. Vous voyez, c'est-à-dire, ça serait ma ligne, disons, de conduite. Quelle est la définition que les gens se proposent de ce qui fait risque? Et ensuite, est-ce que cette définition-là va être partagée par d'autres personnes, d'autres groupes sociaux, ou est-ce qu'ils vont, eux, trouver d'autres types de risques? Donc, voilà la manière dont je pourrais répondre à votre question. Donc, du coup, je suis d'accord, comme ça, dans un premier abord, ça peut paraître flou comme définition, mais je pense que ça permet précisément de prendre en compte à la fois les gens qui vont dire le risque, c'est de tomber malade, et puis les gens qui vont dire « Ah, mais le risque, en fait, c'est l'atteinte aux libertés publiques. » Oui, Vous voyez, ça me permet du coup de pouvoir coller finalement aux représentations finalement dans la société. j'entends bien, mais alors du point de vue même de la représentation de la maladie qu'il faut interroger, il me semble qu'il y a une catégorie qui pourrait être intéressante de ce point de vue-là, c'est la catégorie d'asymptomatique, qui a été l'objet d'interprétations incroyablement diverses, on va dire, et assez éloignées de son sens médical, qui est le fait simplement de ne pas présenter de symptômes. Et donc, dans la déclinaison de la perception du risque, je veux dire, il me semble que cette chose propre au Covid, du fait que, je veux dire, on peut être effectivement vecteur et asymptomatique, c'est un nœud, quoi, assez intéressant, me semble-t-il. Voilà, juste. Oui, non, mais absolument. Ça fait partie d'ailleurs des questions. J'ai commencé à rédiger un questionnaire. De toute façon, c'est un peu trop tôt encore. Mais bon, mais une des questions, c'est précisément ça. Demander aux gens s'ils ont été malades, comment ils l'ont su ou pas, ou même, et de leur poser la question, pensez-vous avoir été malade sans forcément développer les signes de la maladie?
Hein. C'est aussi une des… Pensez-vous avoir été contaminé sans avoir développé les signes de la maladie? Donc, ça fait partie aussi des questions qui sont posées. Mais voilà, tout à fait, en tout cas. Ce caractère-là, mais c'est ce qui renforce encore une fois la difficulté. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de la phénoménologie du risque contemporain. J'empruntais la chose chez Beck, comme le risque échappant au sens. Là, on a justement un risque qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas, qui ne se touche pas non plus. Donc, donc du coup, le risque est susceptible d'être partout aussi. Voilà. J'ai la main bleue de Dominique Meunier qui s'est levée encore. Je vous ouvre le micro. Oui, en écoutant ce que tout le monde dit et le chat, je me dis, Pascal, que c'est vraiment très riche. En fait, vous tenez un objet formidable, quoi, du point de vue de tout ce qu'on peut en faire. Et encore une fois, qui a le double aspect d'être très fructueux, de permettre d'aborder beaucoup de choses, et en même temps d'être serré sur un objet, un moment. Voilà. Bon, et donc, moi, je pense vraiment que 12 mois, c'est très court. Vous le dites d'ailleurs, hein, vous-même, c'est très court. Et que donc, il faudrait se dire que c'est une entreprise qui doit durer et il faut tronçonner, enfin saucissonner quoi, le travail. Parce que sinon, il y a un risque de déperdition d'énergie même. Je ne sais pas comment faire, hein, pour le coup, parce que là, vous avez énormément de propositions, de questions, de remarques qui ont été faites. Et donc, je me dis qu'il faudrait le prendre par un bout, renoncer à certains égards. Quand je dis de renoncer au groupe de Marie Douglas, c'était aussi ça, c'est de faire surgir des groupes indigènes, mais c'est énormément de travail aussi. Enfin, voilà. En tout cas, moi, l'impression que ça me donne, c'est à la fois que c'est absolument passionnant et qu'il faut que ça dure, et que donc, il faut probablement saucissonner, prendre un petit bout du saucisson, je ne sais pas lequel, hein, voilà. Mais vraiment, ça me donne l'impression que qu'il faut le prendre par un bout et pas s'arrêter tout de suite, quoi. Pas dans les 12 mois. Voilà. Merci infiniment pour cet encouragement, Dominique. Je sais. Bon, alors, laisser de côté Douglas, je sais pas, parce que, enfin, je trouve. Non, mais garder sa proposition. Moi, ce qui m'a intéressé, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a beaucoup intéressé chez Douglas aussi, c'est cette interrogation autour du complot. Et en disant voilà que les groupes sociaux vont voir du complot en fonction finalement de leur position dans l'espace social. Et ça, bon, c'est aussi peut-être un intérêt, on va dire personnel, politique pour ce type d'objet aujourd'hui. Mais je me dis que c'est dommage du coup, parce que ça fait quand même partie c'est quand même une des dimensions du débat public aujourd'hui, cette question-là. Et du coup, je ne savais pas trop comment l'attraper, vous voyez. Et c'est pour ça qu'en tombant sur Douglas, ça a fait sens. Je me suis dit, ah oui, mais en fait, il y a des complots humains faisant intervenir des puissances humaines. Ça, c'est plutôt chez les groupes militants, les protestataires, et puis chez les isolats, parmi, on va dire, dans le sous-prolétariat, on aura plutôt des complots supra-humains. Donc, je me suis dit, bon, testons, essayons de voir. Après, bien évidemment, je me rends compte que c'est extrêmement généralisant de le dire comme ça, mais dans quelle mesure on ne pourrait pas faire surgir quand même statistiquement, des choses qui ne seraient pas inintéressantes, si vous voulez. En tout cas, le fait d'être tombé justement sur le masque comme complot satanique, si vous voulez, m'a interloqué. Je me suis dit, c'est étonnant. Il y a des gens qui pensent et qui divulguent en tout cas ce genre de positionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, d'où ça vient? Et chez qui ça prend finalement socialement?
auprès de quel type de personnes on va avoir finalement une adhésion à ce type de thèse. J'ai une question de Patrick. Oui, c'est une interrogation. Souvent, tout ça est passionnant. D'abord, bravo pour l'exposé et le débat qui s'ensuit. J'ai une question sur ce que vous appelez le risque. Il me semble que c'est un raccourci de langage à la mesure où votre objet d'étude, c'est la perception du risque. Parce que, bon, il y a toute une discipline plus ou moins organisée de riscologie, on va dire, qui décompose ce qu'on voudrait être un risque objectif, c'est-à-dire qu'à l'aléa d'un côté, l'exposition de l'autre. Quand vous parlez quand vous dites le risque est partout, je pense que vous voulez traduire le sentiment que votre objet d'étude, les gens que vous étudiez, a vis-à-vis d'un risque qui est finalement pas tant défini que ça. Comment allez-vous articuler une dialectique entre le risque objectif et le risque ressenti? Et est-ce que c'est vraiment le sujet? Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu comment ça va se passer tout ça? Oui, on revient sur un petit peu la question du départ. Le risque n'existe pas en dehors de sa perception. J'aurais tendance à répondre comme ça. Le risque n'existe pas en dehors de sa perception. J'aurais tendance à le dire comme ça. Mais si vous permettez, dans ce cas-là, c'est une perception du risque. Parce qu'il y a quand même un risque objectif. Le fait d'avoir une maladie à un moment donné, il faut être exposé à un microbe et il faut qu'il existe dans l'environnement. Ça, je veux dire, ça fait partie. On peut totalement ignorer cette réalité, donc ne pas avoir un sentiment de risque, alors que le risque existe d'être malade. Tout dépend si on se place de l'intérieur de la personne ou de son extérieur. Oui, je suis d'accord avec vous. Enfin, mais bon, disons que ça amènerait aussi à questionner, par exemple, ne serait-ce que les catégories d'âge. Statistiquement, on sait que l'avancée en âge confère un risque plus important de conséquences sur la santé du fait d'avoir été contaminé par le virus. Pour la Covid, si vous me permettez une toute petite interruption, puis après je vais pêcher, je suis toujours très bavard. Dans l'immédiat, les gens font face bien sûr à la Covid, mais font face en même temps à une peur pour certains par rapport à la 5G, une peur collapsologique de l'érosion de la biodiversité, du réchauffement climatique. Donc il y a tout un tas de risques qui là sont objectifs puisqu'on peut en prévoir des conséquences physiques sur les sociétés et sur les autres espèces. Mais en même temps, la perception que chacun va avoir du risque, et quelqu'un pourrait dire le risque est partout, et il aura peut-être un peu raison de le dire, parce qu'il y aura effectivement plein de risques objectifs, mais à la limite, quelqu'un qui est en pleine dépression dira le risque est partout, alors que lui n'a finalement pas à se faire de soucis pour des raisons qui seraient, qui seraient liées à son état social, à ses revenus, au fait qu'il est dans une région qui ne subit pas tellement le réchauffement climatique, etc. Donc il y a quand même une différence entre risque objectif, multiplicité des risques, unicité du risque. Un Esquimau, il n'a qu'un risque, c'est de crever de froid l'hiver, point. Je caricature. Non, mais je comprends votre point de vue. Je le comprends et qui n'est pas forcément le point de vue que j'ai adopté. Mais j'ai plutôt tendance à me dire que précisément, pour pouvoir affronter le risque objectif dont vous parlez, il me paraît nécessaire de prendre en compte les perceptions du risque. Oui, totalement. Totalement. Et que en ayant une lecture purement dite objective, de ce point de vue-là, par exemple, les politiques publiques auront du coup tendance à avoir une vision des menaces qui ne correspond pas forcément à celle vécue et perçue. Donc je pense que c'est d'autant plus important, si vous voulez, de passer par ce que je dis, c'est-à-dire que finalement le risque n'existe qu'à partir du moment où il est perçu. Ça permet du coup peut-être de comprendre comment réfléchissent les gens et de faire ce qui n'est pas véritablement fait encore, c'est-à-dire une véritable politique de santé publique, une véritable éthique de la santé publique, c'est-à-dire une éthique informée à partir
du point de vue de chaque citoyen. Parce que on va avoir du mal, la crise n'est pas finie, on va avoir du mal à la surmonter si on n'arrive pas à co-construire d'une certaine manière avec les perceptions sociales très diverses qui peuvent paraître parfois étonnantes et très subjectives du risque. Mais il va falloir à un moment donné, je pense, composer avec ces aspects-là. Ça m'amènerait d'ailleurs à traiter peut-être d'une autre question, mais qui est celle de la participation des publics aujourd'hui, de la consultation, des forums hybrides autour de la gestion du risque sanitaire. Je ne voudrais pas que vous mépreniez sur mon intervention, je suis totalement d'accord avec vous. C'est bien sur la perception du risque qu'il faut travailler. Simplement, c'est au niveau du vocabulaire, il me semble important de faire la différence entre travailler sur la perception du risque et travailler sur le risque. Travailler sur le risque, c'est travailler sur le risque objectif. Ce n'est pas votre propos et je comprends parfaitement et j'adhère totalement à la démarche. Travailler sur la perception du risque, c'est fondamentalement important pour toutes les raisons d'ailleurs qui sont en train d'être discutées dans le chat et qui sont vraiment d'actualité, mais le vocabulaire est un petit peu différent. C'est de la perception du risque, pas le risque. C'est pour éviter les malentendus. Dominique, alors il y a beaucoup de commentaires de Dominique. Il y a le dernier, alors il faudrait qu'on s'arrête bientôt, mais je voulais juste en relayer deux. Dominique disait en effet que par exemple Mulhouse, la perception du risque ne pouvait être qu'importante à Mulhouse en mars, car le risque était objectivement très grand. Bon, voilà, pour des situations peut-être où les deux dimensions, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de voir le divorce entre le risque objectif et le risque ressenti. Et quid de l'intervention des médias dans ce divorce. Et puis, plutôt, elle avait aussi, donc là, c'était sur ce que vous étiez en train de dire, plaidoyer aussi pour conserver les catégories de Douglas. Et j'avais envie, moi, et après je m'arrête, de renchérir là-dessus. La dimension de grid sur laquelle j'avais posé la toute première question, si ce n'est pas seulement la hiérarchie, mais la perception que le rôle est prescrit ou à construire. Moi, j'avais une question justement sur... J'ai l'impression que ma perception du risque, elle a pu changer selon les moments où nous étions confinés et les moments où nous ne l'étions pas. Et précisément, hors confinement, il fallait construire. Et il fallait... J'avais l'impression d'être plus dans une éthique protestante, peut-être, où nos comportements aux uns et aux autres, notre capacité à bricoler les règles et ce sur quoi reposait la gestion du risque. Et puis, une fois qu'on a échoué collectivement par nos pratiques aux uns et aux autres à empêcher le machin de remonter, on a tous été remis dans notre chambre à remplir des attestations pour pouvoir sortir, un rôle prescrit. Et là, j'ai l'impression que, alors c'est simplement sur moi, subjectivement, j'ai l'impression que je suis plus capable d'être désinvolte quand le rôle m'est prescrit. Que j'étais très soucieux, plus soucieux, je crois, que mes collègues quand nous étions libres, et que ça dépendait de chacun de nous. Est-ce que la perception du risque n'a pas changé entre le moment où mon rôle était à construire et le rôle était prescrit? J'ai l'impression. Oui, merci Arnaud, effectivement, mais ça rejoint vraiment les remarques qui ont été faites tout à l'heure aussi sur l'idée de faire des vagues successives finalement de mesures, de mesures des émotions, de mesures des anxiétés, de mesures des peurs et de réactions face aux politiques sanitaires. Bien évidemment, là aussi, en fonction du degré, on va dire, d'intervention de la puissance publique, disons que on peut imaginer que du coup, en plus, qu'une certaine nonchalance, du coup, comme je le reprendrai, c'est ça, hein, le terme que tu as utilisé, peut se manifester, effectivement, et que, bien évidemment, il faudrait aussi questionner, c'est-à-dire que... Mais alors, justement, Arnaud, alors c'est une très bonne idée parce que peut-être au lieu de faire chaque mois, disons,
on pourrait aussi faire des coups de sonde aussi, c'est-à-dire réfléchir à ce qui fait la particularité de la période pour du coup comprendre comment les gens répondent à un moment T et comment ils vont répondre à un moment T plus 1 ou T plus 2, notamment en termes de prescription politique et de prescription de la politique sanitaire. L'idéal serait un troisième confinement pour tester l'hypothèse. Mais... non, je pense qu'il faut, nous avons dépassé parce que c'était passionnant. On va te remercier. On va se donner rendez-vous en 2021 parce que ça continue. Hein, ce n'est pas parce qu'on sort de 2020 que cette pandémie est finie. Nous aurons Didier Truchot pour... C'est intéressant, en janvier, une enquête sur la psychologie sur le vécu des étudiants dans le confinement. Et ce qui était passionnant aujourd'hui et qui rejoint ces enquêtes en train de se faire, vous avez quasiment une discussion de montage de projet, de brainstorming sur le projet. On avait eu la présentation de l'étude sur les EHPAD. On a eu par Élodie Cretin et pour le pôle l'espace éthique. On a eu la présentation de l'étude de Véronica Kouchnamina et de Virginie Vinel sur les étudiants à nouveau. On a la présentation de ton étude, on aura celle de Didier. On commence à voir un bel échantillon des panels et des méthodes utilisées en sociologie et en psychologie pour faire le tour de la pandémie. Je vais te dire bonsoir, je vais couper l'enregistrement et nous laisser librement nous dire au revoir. On va dire au revoir au public.